Donc, je vais rappeler ici rapidement les trois équations fondamentales du circuit. Regardez-les, s'il vous plaît, dans vos cours. Si vous ne les avez pas notées, il y a un cours. De toute façon, si vous n'avez pas très bien pris note, donc sur l'EMT, il y a tout ce que j'ai fait sur ces questions-là. Vous avez, sur ces questions précisément, c'est le cours magistral circuit, il s'appelle comme ça. Vous le feuilletez, vous avez ces trois équations fondamentales. Première équation fondamentale du circuit, numéro 1, c'est Y égale C plus I plus G plus X moins M. Qui s'écrit aussi PIB, la même chose, égale ça, c'est A plus X moins M. Avec X moins M, on l'appelle aussi le compte courant primaire. Alors, j'ai dit que le compte courant primaire, ou il s'appelle aussi la balance commerciale, c'est la même chose. D'accord? Balance commerciale, c'est dont on vient de parler. Oui. Alors, je précise une chose. Je vous ai posé la question sur la Chine et les États-Unis, n'est-ce pas? Donc, retiens. La balance commerciale des États-Unis, elle est négative, déficitaire. D'accord? Oui. Et celle de la Chine, excédentaire. Maintenant, si je vous pose la question à la France, balance commerciale, elle est déficitaire aussi. Elle est déficitaire, mais est-ce que pour autant c'est grave pour la France? Pas du tout. Pour quelle raison? Parce que la balance extérieure d'un pays, elle ne se juge pas que à l'aune du commercial. Il y a d'autres aspects de l'équilibre ou déséquilibre extérieur d'un pays. Le commercial n'est qu'une partie. Ah, c'est quoi les autres parties de l'équilibre extérieur d'un pays? C'est la balance de paiement. Vous entendez parler de ça? Là, il y a quelque chose qui s'appelle la balance des paiements qui contient un volet commercial et d'autres volets qui ne sont pas commerciaux. Et c'est ça l'objet de notre vidéo, de notre enregistrement. Vous suivez là? Voilà. Donc, on va expliquer que cette balance commerciale là, X moins M, n'est-ce pas? Cette balance commerciale X moins M n'est qu'un aspect des équilibres extérieurs d'un pays. D'accord? On ne peut pas dire que parce que la France a une balance commerciale déficitaire, que c'est grave, docteur. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres aspects qui ne sont pas commerciaux où la France fait plus que rattraper ce déficit. D'accord? Eh bien, tout ça, ça s'explique dans un tableau, dans une balance qui contient tout, qui s'appelle la balance des paiements. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. D'accord? Dans la balance de paiement, il y a un autre compte qui n'est pas le compte commercial, une autre balance qui n'est pas la balance commerciale, mais qui la contient et qui s'appelle la balance courante, mais quelquefois on dit plus simplement le compte courant d'un pays. Le compte courant. Eh bien, le compte courant, on va l'expliquer lui aussi, il rentre dans une équation fondamentale du circuit numéro 4, qui est que non pas le PIB, mais le RNB égale A plus les revenus primaires nets du reste du monde. On va l'expliquer. Aussi déjà expliqué dans une vidéo précédente, hein, mais je vais me répéter. Et ça rentre aussi dans le RNBB
égale A plus le revenu primaire net du reste du monde, plus les revenus secondaires nets du reste du monde, les deux étant appelés des revenus nets, appelés des revenus nets ou revenus nets du reste du monde, et qui s'appelle aussi le compte courant d'une économie. Et ce compte courant, eh bien, il contient le compte commercial, la balance commerciale, mais il est contenu dans la balance de paiement. Donc, on va expliquer des poupées russes, si vous voulez, qui commencent par la balance commerciale et finissent par la balance de paiement. D'accord? On va donc expliquer ce que c'est la balance de paiement. Donc, alors tout ce que je vais vous dire là, je pense que c'est noté dans le NT, mais sinon, notez-le. Qu'est-ce que c'est qu'une balance de paiement? Donc, une balance de paiement, elle décrit les relations d'une économie avec le reste du monde. Et plus exactement, elle recense toutes les transactions entre un pays et le reste du monde. Elle recense toutes les transactions entre un pays et le reste du monde. Et on y distingue les transactions courantes, qu'on appelle aussi le compte courant, qui porte principalement sur les biens et les services, et les transactions financières qui portent sur les actifs financiers, c'est-à-dire les achats et les ventes par un pays ou les entrées et les sorties dans un pays des actifs financiers, c'est-à-dire actions, obligations, des emprunts, des prêts, des dépôts, etc. Vous aurez un cours certainement dans une autre matière sur la balance de paiement que j'imagine dans la comptabilité nationale l'année prochaine, deuxième année. Sinon, dans le cours de l'année prochaine d'économie monétaire, vous verrez les règles d'enregistrement utilisées dans la balance de paiement, qui sont des règles fixées par le FMI pour tous les pays du monde. Et elle se présente, cette balance de paiement, de la manière suivante. De manière simplifiée, voilà globalement comment se présente cette balance. Voilà comment se présente une balance de paiement.
se présente de la manière suivante. Vous avez à gauche le bloc du compte courant. À droite, vous avez le deuxième bloc qui est le compte capital et le compte financier. Dans le bloc du compte, du compte courant, vous avez trois composantes. Une première composante qui est les biens et services, petit a. Donc, une ligne pour les biens, une ligne pour les services, et petit b, le revenu international, c'est-à-dire les revenus que reçoit ou que verse un pays en revenus primaires, c'est-à-dire en salaire, c'est-à-dire revenus du travail, et des dividendes ou des intérêts, c'est-à-dire des revenus du capital. Voilà les deux composantes du revenu international. Puis une troisième composante qui sont des transferts courants. Regardez bien la distinction entre le B et le C. Parce que le A, c'est très simple. Quand on dit biens et services, c'est balance commerciale. D'accord? Biens et services, c'est balance commerciale. Quand on passe au niveau du revenu international, ce sont des revenus primaires du travail ou de la propriété. Le travail, c'est des salaires. La propriété, c'est des revenus du capital. Par contre, la troisième petit c, c'est quelque chose qui n'a pas de contrepartie. Parce que chaque fois que vous vendez quelque chose, en contrepartie, vous recevez de l'argent. Ou vous achetez quelque chose, en contrepartie, vous payez de l'argent à l'étranger. On dit que vous faites des transactions bilatérales. Quand vous recevez de l'argent sans contrepartie, ce n'est pas une vente, ce n'est pas un achat. On dit que ce sont des transferts. On appelle ça des transferts courants. Ça veut dire sans contrepartie, c'est ce qu'on appelle des revenus secondaires. Les revenus secondaires, ce sont des revenus qui n'ont pas de contrepartie. Par exemple, un pays aide un autre pays. Ce n'est pas une transaction, c'est un transfert unilatéral. Ça va dans un seul sens. Mais il n'y a pas que ça comme type de transfert. Il y a beaucoup d'autres transferts qui sont sans contrepartie. Je vous laisse imaginer, par exemple, les versements qu'effectuent les travailleurs immigrés dans un pays à leur famille à l'étranger. C'est de l'argent qui part, qui quitte la France, mais sans contrepartie, comptable du mois. D'accord? Donc, ça s'appelle un transfert courant. La France peut payer des cotisations ou des impôts qu'elle verse à l'Union européenne ou à d'autres organismes internationaux. On dit là aussi, c'est des transferts courants. Donc, quand on fait tout ça, on obtient le compte courant d'une économie ou la balance courante d'une économie. Et donc, dans l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, tu te rappelles quand on a parlé des États-Unis, ben, elle est déficitaire là-dedans, mais elle est gagnante dans les deux autres, qui font plus que compenser la balance commerciale. D'accord? Alors, regardez bien ce que j'ai expliqué à vos camarades et que je répète ici. Lorsque vous avez, on l'a expliqué dans le cours, mais je le répète ici parce que c'est bon à rappeler. Quand on a
dans une économie. L'équation fondamentale du circuit numéro 1 écrite de cette façon, que le PIB est égal à l'absorption plus la balance commerciale, c'est-à-dire X moins M. Ça, c'est une première écriture. Et la deuxième écriture, c'est de dire que le revenu national disponible brut d'un pays est égal à A plus le compte courant. A étant l'absorption, c'est-à-dire C plus I plus G. Dans ce cas-là, c'est pas à ce niveau-là, ça s'appelle le circuit de la numéro 1. Notre façon de l'écrire, tenant compte non plus du solde commercial, mais du solde de transactions courantes qu'on appelle compte courant d'un pays. Eh bien, c'est avec cette équation-là qu'on peut être capable, et non pas avec celle-là, qu'on peut être capable de dire que si un pays a une absorption qui dépasse son revenu national disponible brut, alors, si son absorption dépasse son revenu, alors le pays, on peut dire qu'il vit au-dessus de ses moyens. Et pas lorsqu'on regarde uniquement sa balance commerciale. Donc, si on dit que la France a une balance commerciale déficitaire, elle ne vit pas pour autant au-dessus de ses moyens parce que les deux autres balances sont bonnes. Et même plus que compenser les autres. Et surtout, si on regarde les autres aspects de la balance balance de paiement. Donc, dans la balance de paiement, il y a le compte courant qui est tout ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas très, disons, ça, c'est pas très important. Et c'est ça qui est important pour compenser ceci, pour compenser la balance courante ou le compte courant. C'est ça que je vais expliquer un peu plus. Donc, on va détailler cette balance de paiement. On va la détailler un peu plus. Vous comprenez maintenant l'objectif de la vidéo. Alors, on va passer au détail de ces comptes. Le compte courant, le compte de capital et le compte financier. Ça, c'est le compte capital. Ça, c'est le compte financier. Et ça, c'est les erreurs ou omissions. Ce n'est pas très important économiquement. Alors, reprenons dès le début. La balance des paiements avec son compte courant. Voilà. Ici, la balance commerciale. Voilà. Ça, c'est la balance commerciale. C'est exportation moins importation. Vous voyez que 1 moins 2, c'est égal à la balance commerciale. C'est-à-dire ceci. C'est ça. C'est ça qu'on a vu dans la première équation fondamentale du circuit. C'est là-dedans qu'on voit que le PIB est égal à A plus balance commerciale, c'est-à-dire X moins N. On rajoute les exportations et les importations de biens et de services, les revenus des intérêts nets, on appelle ça la balance des invisibles. Eh bien, avec l'ensemble de ces éléments, de 4 jusqu'à 7, on appelle ça la balance des invisibles.
Les services, pensez aux invisibles. C'est quoi les invisibles? Bon, c'est une expression complètement misconnue pour dire que si vous exportez des voitures, c'est visible, hein? Vous exportez des pommes de terre, c'est visible. Et si vous exportez un service, c'est pas concret. Vous ne laissez pas de traces. Un conseil bancaire, un conseil financier, du conseil. Et même si vous vendez du service transport à un autre pays, vous n'avez pas des kilos de transport, vous n'avez pas des mètres cubes de transport, vous avez des services transport. C'est ça qui rentre dans les services. Et c'est qui est l'élément type des invisibles. Mais vous pouvez les oublier et penser que la balance commerciale plus la balance des services et des invisibles s'appelle la balance des biens et des services. C'est-à-dire 3 plus 8, c'est la balance des biens et des services. Bon, on peut dire que tout ça, c'est la balance des biens et des services. Maintenant, si on regarde 10, les transferts nets des immigrés et l'aide internationale, c'est ça qu'on appelle les transferts unilatéraux. Ça veut dire sans contrepartie. Sans contrepartie. L'addition de tout ça, c'est-à-dire 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 et 11, ça donne le compte courant. Tout ça, ça donne le compte courant d'un pays. 3 plus 8 plus 12. Donc voilà, c'est ça qui est tout ceci. Tout ceci. Tout ceci. C'est le compte courant que j'ai expliqué là. Tout ça, de ce qui est expliqué dans ce tableau. C'est ça le compte courant d'un pays. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les biens exportés et importés, les services exportés et importés, mais aussi les transferts unilatéraux, c'est-à-dire ceux-là, pour donner le compte courant. Donc, en gros, si vous voulez, ceci représente, dans mes notations, vous verrez dans les vidéos précédentes, ceci représente les revenus primaires nets du reste du monde. Parce que ce sont les revenus des investissements. Par exemple, c'est quoi le revenu des investissements reçus? C'est par exemple le revenu de Renault au Brésil. Renault fabrique des voitures au Brésil. Tant mieux pour les salariés brésiliens, mais tant mieux aussi pour la France qui reçoit des dividendes ou des profits qu'on appelle revenus des investissements français à l'étranger. Ça ramène de l'argent. Ces revenus-là, on les appelle des revenus primaires nets reçus du reste du monde. Les royalties, c'est la même chose. C'est le même principe.
Ceux-là, ils sont considérés comme des revenus secondaires nets reçus du reste du monde. Ça veut dire, ce sont des transferts. Et non, ça veut dire des transferts sans contrepartie. Transferts sans contrepartie. Les aides, par exemple. Les aides internationales. OK? Donc, quand on a construit cette compte courant, ben c'est là que j'utilise le compte courant dans le RNDB. On passe donc de cette formule-là qui est l'équation fondamentale du circuit numéro 1 à celle-là qui est l'équation fondamentale du circuit que j'ai notée numéro 4 qui est une autre écriture de la numéro 1 dans laquelle le compte courant qui est là, c'est tout simplement la somme de revenus primaires, courants et des revenus secondaires qui sont les transferts courants nets reçus. Ça permet de passer du PIB, c'est-à-dire ceci, en relation avec l'absorption, au RNDB en relation avec l'absorption. Voilà pourquoi j'ai eu besoin de rappeler les composantes ou les comptes de la balance de paiement d'une économie. Ici, un rappel, ce n'est pas la peine de le mettre, un rappel de la balance de la notion d'absorption. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est l'absorption? Je le rappelle. Le A dans les formules. On l'a défini hier comme étant la somme, l'absorption d'une économie, c'est C plus I plus G, c'est la somme des dépenses intérieures totales, privées et publiques, d'où qu'elles viennent, c'est-à-dire qu'elles soient produites localement ou importées de l'étranger. C'est ça ce qu'on appelle l'absorption. C'est C plus I plus G. Les biens et les services, d'où qu'ils viennent. Donc là, je me répète, le compte courant traduit l'excédent du RNDB sur l'absorption. Si un compte courant, voilà comment je note par exemple des questions de QCM. Le compte courant traduit l'excédent du RNDB sur l'absorption. Ben, à partir de ça, je construis une question de QCM. Si je dis RNDB moins absorption, tout le monde doit comprendre que c'est égal au compte courant. Si je dis PIB moins absorption, tout le monde doit comprendre que c'est le PIB. OK. Je passe à voir s'il y a autre chose à dire. Bon, le compte financier, si vous voulez, d'une économie. Regardez ici et rappelez-vous le tableau de la balance de paiement. Vous avez
Et cette équation, une chose très simple, c'est l'équation de l'équilibre d'une balance de paiement dans laquelle ceci s'appelle la balance globale. Compte courant plus compte financier. Rappelez-vous, le compte financier, c'est, je vais vous le remettre, il est là le compte financier. Le compte financier, c'est ça. C'est les investissements directs d'un pays à l'étranger. Les IDE, bah, ça va, ça vient. C'est-à-dire, il y a des pays qui investissent chez nous et nous investissons aussi dans d'autres pays. On fait le compte de tout ça. Les investissements que nous effectuons en portefeuille, c'est-à-dire des achats de titres et des achats d'entreprises. C'est des investissements en portefeuille. Ça veut dire que ce ne sont pas des investissements directs. Les investissements directs, c'est les usines qu'on monte à l'étranger. Mais on n'a pas besoin toujours d'acheter une usine. On peut, enfin, de créer une usine. On peut acheter une usine qui est déjà installée. On appelle ça un investissement en portefeuille. Ou on achète des titres dans la bourse d'un pays étranger. Ça s'appelle un investissement en portefeuille. Et puis, vous avez les actifs en réserve. Ça fait partie aussi du compte financier. C'est quoi des actifs en réserve? Ce sont les actifs financiers qu'un pays garde en réserve pour d'autres occasions, que ce soit au niveau des banques ou au niveau de la Banque centrale, pour des raisons stratégiques. Par exemple, vous avez, quel est l'exemple type d'actifs en réserve que nous connaissons de par les médias? Mais le problème de l'or, c'est qu'il n'est pas financier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, qui n'est pas à ta remarque, qui n'est pas du tout hors contexte, parce que ça se fait aujourd'hui, beaucoup, eh bien, quels sont les pays qui achètent beaucoup de l'or actuellement? Et en secret. Et pour quelle raison? Pardon, non, c'est plutôt les autres pays. C'est plutôt la Chine, la Russie, l'Iran et un peu certains autres pays comme, un peu moins, mais quand même les BRICS. Pourquoi ils font tout ça, ces pays-là? Et pourquoi ils le font souvent? C'est parce qu'ils ont de moins en moins confiance aux actifs financiers traditionnels qui sont surtout le dollar. D'accord? Donc, normalement, c'est les devises étrangères et les actifs financiers des entreprises étrangères qui sont les actifs en réserve. De l'or, aujourd'hui, on en achète, mais sans le dire. Et l'or, il n'est pas compté là-dedans. Parce que ces pays-là l'achètent pour se prémunir contre les agressions américaines. On peut voir ça même du côté privé. Vous savez peut-être qu'au niveau privé, dans les ménages, ceux qui ont un peu d'argent, enfin, les moyens, ils ont un peu la crainte, ils ont un peu moins confiance qu'avant dans la bourse, les banques. Donc, ils achètent de l'or.
ce truc dont la valeur n'est pas censée trop bouger. C'est pas dans le but d'attendre que la valeur augmente. C'est dans le but de dire les autres actifs habituels financiers se cassent la gueule et l'or garde sa valeur. C'est parce qu'ils ont peur que les autres actifs traditionnels, ils ont peur avec les guerres, avec les problèmes financiers, les crises, ils ont peur que ça s'écroule. Maintenant, c'est une autre discussion pour savoir s'ils ont raison d'avoir peur ou non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que Qu'on s'affole trop pour pas beaucoup de choses? en fait, même si l'argent s'effondre, L'argent, les actifs traditionnels. oui, bah, je pense que l'or aussi, après, si tout le monde vend son or, ça va s'effondrer aussi. Non. Non, c'est qu'ils pensent exactement l'inverse. Ils pensent que si les actifs s'effondrent, traditionnels, les gens se refugent, se couvrent avec l'or et tout le monde veut demander de l'or et le prix de l'or augmente. Ils pensent exactement l'inverse, mais ils font le même raisonnement que toi, ils aboutissent à la conclusion opposée. Parce qu'ils disent, si ça commence à s'écrouler un peu partout, dans les bourses étrangères, le dollar, l'euro, il baisse, les bourses baissent, ben, qu'est-ce qu'ils font les gens avec leur argent? Ils espèrent que le seul qui ne baisse pas, c'est l'or. La seule couverture valable qui les rassure, c'est l'or. Et l'or prendra de la valeur. C'est ça ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est difficile à dire. Maintenant, est-ce que ces craintes sur la dépréciation des actifs traditionnels, des bourses, des monnaies, des devises les plus habituelles, les plus connues, dollars, euros, est-ce qu'ils ont livre sterling, est-ce qu'ils ont du yen même? Ça veut dire les pays occidentaux, finalement. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter trop comme ça? Ils risquent de baisser beaucoup? Ou est-ce qu'ils exagèrent? Parce que c'est des peurs un peu exagérées, d'après vous. Je sais pas, je suis mitigée. Ben, c'est bien d'être mitigé. C'est mieux que d'être trop affirmatif. Et toi, Mathis? Puis, faut voir. Moi, je pense que ça risque de finir comme ça, parce que si après tout le Finir monde. comment comme ça? Non, mais c'est comme ce qu'elle disait, c'est-à-dire que si tout le monde après se retrouve à se ruer vers l'or, ils finiront juste par faire que l'or se casse les gueules avec les autres. Non, mais quand on se rue beaucoup sur une chose, son prix augmente. Oui. Et après, s'il augmente. Parce que historiquement, ça a toujours été le refuge, on va dire, ultime. Oui, c'est vrai que l'or, il n'y a pas plus. Et surtout avec l'or, l'or, on peut. L'or, c'est quoi sa caractéristique? C'est qu'il n'est la dette de personne. Alors, tous les autres actifs, c'est la dette de quelqu'un. Et si ce quelqu'un ne paye plus parce qu'il lui-même s'est effondré ou l'a reçu une banque sur la tête, ben, il ne pourra plus payer. Alors que l'or, c'est un actif qui n'est pas financier finalement. Pourquoi? Parce que c'est la dette de personne. C'est une chose qui a toujours été désirée par l'humanité. Mais c'est la dette de personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire faillite et qui ne te payera plus. Là, l'or, tu peux le mettre sous terre dans ton jardin et tu es. Il n'y a pas quelqu'un qui fait faillite et qui ne te payera plus ta créance. L'or, c'est l'or. Tu as compris, Mathis? L'or, Bah, c'est ça. c'est la dette de personne. C'est la dette de personne. Voilà.
Et vous, Donc, vous en pensez quoi? ah, j'étais Oui, c'est sûr. vrai, c'est la vraie question.